Alors on l'a vu avant cette pause, l'importance pour les fonds et les fondations de promouvoir les bonnes pratiques du secteur, et je remercie encore les intervenants qui étaient sur cette scène tout à l'heure. L'échange et la promotion des bonnes pratiques sont essentiels en effet. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de partager les savoir-faire, toujours guidés par une exigence d'efficacité, de professionnalisation. Le mot a été employé plusieurs fois, de bonne conduite aussi. Cela permet deux choses, de renforcer la légitimité du secteur. On a parlé de l'importance de la confiance des donateurs, du public. Et puis, c'est un élément essentiel aussi pour le dialogue avec l'État. Et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième table ronde intitulée « Quelle coopération entre l'État, les fonds et les fondations ?» Plusieurs intervenants vont me rejoindre sur scène. Jean-François Delfraissy, président Santé mondiale 2030, président du Conseil consultatif national et d'éthique et ancien président du comité national Covid-19. Alexandre Martini, je vous invite à monter sur scène, directeur de la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale. Bernadette Roueguera, fondatrice et directrice de l'association Icambéré. Et Jean-Marc Potra, délégué général du Centre français des fonds et fondations. Bienvenue à tous. Voilà, alors prenez chacun effectivement un micro. Merci Jean-Marc. Tout le monde est équipé, c'est parfait. Pour démarrer cette table ronde sur les coopérations entre l'État, les fonds et les fondations, j'aimerais commencer avec vous, Jean-François Delfraissy, notamment en tant qu'ancien président du comité national Covid-19. L'année dernière, je me souviens, à cette même journée européenne des fondations, nous avions tiré ensemble les leçons pour le secteur de la crise sanitaire. Ce qui était ressorti, c'était la formidable réactivité de la société civile pour venir en appui des pouvoirs publics, pour aider ceux qui étaient touchés par cette crise. Et je trouve important de se remémorer ça, de se rappeler ça un an après, alors que cette table ronde est justement consacrée aux coopérations entre l'État, les fonds et les fondations. L'État, très clairement, Jean-François Delfraissy, ne peut pas tout faire. On l'a vu à l'aune de cette crise sanitaire. Oui, alors le problème de la santé, enfin en particulier en France, c'est un peu particulier puisque si on interroge les Français, ils considèrent que la santé, c'est fondamentalement l'État. Hein, et qu'on est un pays où il est écrit partout que nous avons une égalité d'accès aux soins. Et je crois que ça reste quand même quelque chose qui est très fondamental dans notre tête. C'est pourtant totalement faux. Hein. Il y a une grande part de la santé qui est gérée par le domaine du privé. La santé est quand même aussi particulière peut-être parce que la construction de la santé ou la vision de la santé qu'on peut avoir, elle s'appuie, alors on pourrait l'avoir aussi dans d'autres domaines, sur ce qu'on appelle ou qu'on tente d'appeler la démocratie en santé, ou en anglais social participation, qui est ce triangle sur lequel doivent se construire les décisions dans le domaine de la santé, où il y a le politique qui décide. On est une démocratie, c'est à lui de décider. Il y a les sachants, les médecins, les scientifiques qui donnent de l'expertise. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Et il y a évidemment le citoyen qui est fondamental, et l'usager de santé, mais le citoyen tout court pour donner son avis comment on construit la santé. Donc ce modèle, il existe finalement dans d'autres. On l'a à peu près du même type, par exemple, sur l'environnement en ce moment, hein, avec une construction qui est assez identique. Mais il est issu, et la France avait pendant un certain temps, en tout cas, de l'avance, de tout un monde qui a commencé dans les années 80 autour du VIH-Sida et de la construction de ce triangle. Et j'ai une voisine qui connaît bien ce sujet. Alors, si je regarde ce qui s'est passé avec la crise, oui, il y a quand même eu une très très forte réponse de l'État. Et je pense que, alors elle va peut-être d'ailleurs nous coûter très cher sur la suite des années qui vont venir, mais tout le monde attendait une réponse forte de l'État. C'est l'État protecteur qui a joué. Et c'est pas seulement en France, c'est dans les grandes démocraties européennes qui ont joué la carte de vivre avec finalement à vivre avec les variants. C'est ce qu'on est en train de faire là.
et d'arriver finalement à avoir un équilibre entre liberté individuelle et une vision plus collective. Alors, à côté de ça, il y a eu un effet de sidération des associations pendant le premier confinement. Elles étaient littéralement sidérées. Et puis, il y a eu beaucoup de décisions venant d'en haut vers le bas, sans qu'on demande leur avis aux associations, parce qu'on était dans une situation de crise. Et puis, au fur et à mesure qu'on est rentré dans la durée de cette crise, et souvenons-nous qu'on est à 2 ans et demi, qu'on a maintenant des outils qui permettent d'y répondre, qu'on n'avait pas du tout au début, eh bien, on a vu le milieu associatif, au sens très large du terme, quand j'emploie ce mot, eh bien, progressivement prendre sa place, indiquer, à mes yeux, et le Conseil scientifique d'ailleurs l'avait indiqué, il aurait fallu mettre plus de citoyenneté, de démocratie en santé, probablement dès la fin du premier confinement. Le premier confinement, c'était très difficile, mais juste après, bon, l'État ne l'a pas fait. Il s'est fait beaucoup de choses en France, néanmoins. Ça n'a pas été un comité citoyen national, mais il s'est fait beaucoup de choses dans les grandes villes. Alors, je vais m'arrêter là, et puis je reprendrai la parole après, pour dire que, voilà, si je vois le sujet en tant que tel, de la relation entre grandes fondations, milieu associatif, place du citoyen et l'État, la France a un passé, elle a une culture de ça, qui a été, je dirais, un peu touchée au moment de Covid-19, mais touchée dans l'ensemble des grands pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est la même histoire. Et il y a, en tout cas, ça nous montre que les situations de crise ont aussi des réponses qui ne sont pas seulement de l'État. Merci Jean-François Delfraissy. Jean-Marc Pautrat, à l'aune de ce que vient de dire Jean-François Delfraissy, les fondations, passé ce temps de sidération, ont réagi, que ce soit au moment de la crise sanitaire du Covid, mais on l'a vu récemment sur 2 autres enjeux, que ce soit la guerre en Ukraine ou l'enjeu climatique également. Quel est le ressort pour les fondations dans ces moments de crise pour réagir en parallèle, en partenariat avec l'État et les pouvoirs publics? Merci, je vais vous illustrer le sujet avec 3 exemples. Le premier, dans le prolongement de ce qu'évoque M. Delfraissy, a été la réaction du secteur des fondations face à la crise sanitaire. En fait, il y a certes l'action pendant la crise, mais ce qu'il faut souligner, c'est que les fondations agissent tout au long de l'année, en collaboration souvent avec les pouvoirs publics et dans le prolongement, bien souvent également, de l'action des pouvoirs publics. L'histoire, je me souviens de l'échange que nous avons eu avec Stéphane Dauger, ici présent, et Jérôme Saltet, autour de l'organisation d'un cercle éducation, qui est un cercle important au CFF. Nous pensions annuler une réunion qui avait lieu quelques jours après l'annonce du confinement. Et finalement, tant Jérôme Saltet que Stéphane Dauger ont eu la bonne idée de pouvoir rentrer en relation avec le cabinet du ministre de l'Éducation et le ministre lui-même pour voir comment on pouvait, dans ce moment de crise majeure, où on ne savait plus très bien ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que les fondations pouvaient peut-être essayer de faire pour intervenir. Donc là, il y a eu un échange très productif qui a eu lieu. L'idée était à l'époque d'apporter des tablettes pour les enfants les plus défavorisés, pour essayer de prévenir le décrochage scolaire, parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Il y a eu un appel qui a été porté, il a été entendu, plusieurs fondations ont agi, d'autres fondations ont agi différemment. Le fonds de dotation Break Poverty est intervenu massivement pour reconditionner des tablettes, ces mêmes tablettes, et là plutôt en faveur des enfants issus de l'ASE, accompagnés par l'ASE. Et par ailleurs, d'autres partenaires ont aussi agi. Le CFF a pu, avec ses partenaires comme Accenture, créer un site internet pour valoriser les actions de toutes les fondations qui pouvaient agir en temps de crise et un peu en urgence face à la situation du Covid, et également les autres très nombreuses fondations dont on ne parle pas assez, qui sont en première ligne, qui sont les fondations opératrices, qui gèrent des maisons de retraite, des accueils d'enfants handicapés, et ces fondations, elles, avaient besoin de soutien. Donc voilà un exemple sur la crise sanitaire d'action collective des fondations. Il y en a d'autres, on a parlé de la guerre en Ukraine, et là c'est une autre illustration de l'action des fondations qui ont été très nombreuses à se mobiliser pour apporter leur soutien. Le CFF a utilisé d'ailleurs le même site produit avec Accenture pour mettre en exergue et permettre surtout
à ceux qui en ont le besoin de trouver très vite les fondations qui pouvaient agir. Ce site a été ensuite repris par Philea, qui est la fédération européenne tant des fondations que de la philanthropie en général. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que les fondations qui apportent un soutien aux populations victimes de la guerre en Ukraine, ces fondations ont engagé près de 172 millions d'euros au profit de ce conflit, enfin en tout cas des victimes de ce conflit. Et ce qui montre que cette coordination et cette action coordonnée, même au niveau européen, est possible en temps de crise. Selon moi, c'est possible parce que les fondations à l'année agissent et ont cette fibre de l'intérêt général qui est partagée bien sûr avec l'État. Et ça montre que les fondations peuvent être des partenaires vraiment efficaces et massives à ce service. On y reviendra tout à l'heure. Et peut-être un tout dernier point, il y a les crises et l'urgence, mais il y a aussi les crises malheureusement sur le plus long terme, comme celle que nous connaissons sur le climat. Et là aussi, je tiens à saluer l'initiative portée par un certain nombre de fondations membres du CFF, la Fondation de France, et en particulier la Fondation Carasso et Marie-Stéphane Maradex, qui est très moteur sur ce sujet, qui ont créé une alliance des fondations, la coalition française des fondations pour le climat, et qui vise en fait à mobiliser l'ensemble des fondations françaises pour essayer d'agir concrètement, pour essayer de limiter les effets du changement climatique. Aujourd'hui, c'est près de 150 fondations qui ont signé en France ce manifeste, qui les engage à agir. Et au niveau mondial, avec nos partenaires de Wings, de Philea, nos homologues anglais, britanniques, espagnols et d'autres pays, ce sont plus de 500 fondations qui s'engagent concrètement sur leurs pratiques, leurs placements, leurs actions directes, l'éco-conditionnalité de leur soutien. Et toutes ces fondations agissent et au CFF, on essaie de leur apporter des outils comme un guide technique qui permet d'intégrer le climat dans ces placements, qui est paru très récemment et dont vous avez d'ailleurs sur les petits QR codes qui vous sont remis la capacité de lire. Voilà 3 exemples d'actions des fondations coordonnées ou en tout cas spontanées qui montrent comment les fondations, je pense, aujourd'hui en France, sont de tout temps des acteurs aux côtés des services de l'État, non pas pour être un outil de l'État, mais parce elles ont un enjeu commun qui est l'intérêt général. Exactement, et je vais rebondir sur ce que Jean-François Delfraissy a dit en introduction. Pour beaucoup de Français, la santé, c'est l'État. Et vous vous êtes empressé d'ajouter mais c'est faux. Et on va voir concrètement qu'effectivement c'est faux, puisque nous avons deux invités également sur cette scène. Alexandre Martini, vous êtes directeur de la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale. Pour une parenthèse, il y a seulement 2 fondations hospitalières qui ont ce statut en France. Et votre spécialité, c'est la recherche-action. C'est ce mot qu'on utilise dans le domaine de la lutte contre la précarité en lien avec la santé. Comment cette fondation, peut-être un mot sur la fondation, comment elle s'est créée et justement, comment elle a été accueillie par les autorités de santé dans cette idée de coopération croisée? En effet, alors, au départ, le projet de la fondation lui-même, c'est un projet qui est porté par l'équipe médicale de l'hôpital de Nanterre, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de Cache de Nanterre, donc une institution assez unique dans son approche à la fois sanitaire et sociale des populations précaires depuis des dizaines d'années, voire même depuis le siècle dernier dans d'autres contextes. Les équipes médicales ont porté ce projet en tant que donc des gens de terrain au contact de personnes précaires et exclues qui avaient développé année après année une expertise de la prise en charge médicale et sociale de ces populations et qui souhaitaient le traduire dans le champ de la recherche, n'ayant pas en elle-même la capacité de le faire. Donc ce projet qui a été partagé avec le conseil d'administration de l'hôpital et tout de suite après la structure publique de tutelle, donc en l'occurrence l'ARS Île-de-France, a tout de suite suscité, on va dire, enthousiasme et soutien immédiat, déjà d'un point de vue institutionnel, puisque la création d'une fondation hospitalière, on a parlé tout à l'heure de la création d'une fondation RUP, mais la même façon de création de fondation hospitalière, ce n'est pas simple. C'était avant ma participation à la fondation, donc moi j'ai eu la chance d'arriver après le décret, mais en tout cas l'ARS a pesé de tout son poids dans le processus et les démarches qui ont duré à peu près sur 1 an et demi, ce qui est relativement court au final,
de 2018 à fin 2019 pour arriver au décret de création de la fondation signé de la ministre de la Santé et du Premier ministre, donc la création de cette deuxième fondation hospitalière. Et aujourd'hui, on a effectivement une structure qui, alors, s'est développée rapidement grâce à cet amorçage par un acteur public. Alors, il y a eu un petit délai, entre guillemets, qui est du fait de effectivement, la première crise Covid, qui est arrivée juste après la création de, la création de cette fondation. Et le développement proprement dit n'a démarré que, et finalement c'est déjà une performance, en juin 2020, avec constitution de son conseil d'administration, installation du conseil dès le mois de juillet, conseil où l'ARS Île-de-France siège en tant que commissaire du gouvernement, et puis conseil scientifique et installation du conseil scientifique à la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, on a une structure qui a pu se lancer grâce à la fois à une initiative d'une structure publique pour créer une structure privée avec le soutien assez structurant, on en reparlera peut-être, de la part d'un acteur de l'État au travers de sa structure, l'ARS. ARS, Agence régionale de santé, pour que ce soit dit. C'était important, et ça vous me l'avez souligné, d'avoir ce soutien de l'ARS dès le début du projet. Pourquoi c'est important dès le début du projet? Alors oui, c'est important, j'y reviendrai. C'était déjà cohérent d'une certaine façon, puisque le soutien de la part de l'Agence régionale de santé par rapport à cette initiative venait déjà du fait qu'elle était assez emblématique de la volonté d'un hôpital public, et pas n'importe lequel, puisque c'est un hôpital qui est marqué par une patientèle pour la plupart précaire, et puis une grande partie dans son pôle de médecine sociale de personnes exclues de la rue, et la volonté de cet hôpital d'aller au-delà des contingences du quotidien et de se positionner sur de promouvoir, de porter une structure on va dire plus de prospective, de recherche sur la précarité, et pas simplement sur le terrain, entre guillemets, de l'hôpital de Nanterre, mais dans une logique nationale. C'est également cohérent parce que les inégalités sociales de santé sont la priorité affichée pour l'ARS Île-de-France, dans le cadre du plan régional de santé, pour d'autres ARS, mais encore plus au niveau Île-de-France, et donc la concordance des sujets justifiait ce soutien. Après, d'un point de vue beaucoup plus général et qui nous concerne tous, c'est que le lancement d'une structure comme celle-ci avait besoin de ce fonds d'amorçage qu'un acteur public comme l'ARS pouvait nous apporter, parce qu'il est difficile de mobiliser des soutiens financiers, et notamment des soutiens privés, sur des intentions, sans avoir de premiers résultats à faire valoir, et ce projet était certes étayé, mais avant tout une intention. Et donc ce soutien de l'État a été fondamental. Il était également fondamental parce qu'on est sur un objet qui est donc la recherche sur la précarité, donc on va dire un deuxième niveau par rapport à le soutien direct à des actions de lutte contre la pauvreté, qui sont peut-être en tout cas peut-être plus faciles à comprendre et en tout cas dont l'effet immédiat est plus rapidement perçu. Donc oui, cette caution, cette légitimation et tout simplement ce soutien financier pour que cette fondation, au-delà d'un décret, existe, était très important. On va revenir sur cet aspect financier. Une question, c'était, pour bien comprendre que c'était une coopération, ça n'était en rien de la part de l'ARS une idée de se dire ça comble une carence de l'État? Non, absolument pas. C'est parce que l'initiative est arrivée, on va dire, de la base, en quelque sorte. L'ARS n'est pas tutelle de la fondation, hein, c'est une structure privée, classique. Pour autant, comme je le disais, c'était fondamental d'avoir, déjà, d'un point de vue très pragmatique, un soutien financier d'amorçage, un peu l'équivalent d'une dotation initiale pour une fondation RUP, hein, même si les choses ne sont pas comparables. Et puis, d'autre part, c'est également, et je crois que vous en parlerez vous-même, une légitimation par rapport à d'autres recherches de financement, puisque nous devons chercher nos propres financements. Le fondateur de la fondation n'a pas d'argent à consacrer au développement d'une fondation, en l'occurrence l'hôpital de Nanterre. Bernadette Frueguera va en reparler parce qu'effectivement vous êtes bénéficiaire et vous travaillez à l'association, la fondation Ecambéré avec la fondation hospitalière. Un mot encore, Alexandre Martini, avant de vous donner la parole, Bernadette Frueguera, sur cette histoire de financement. Vous n'êtes financé que par l'ARS ou vous avez finalement pu aller convaincre des donateurs privés également?
Alors, non, et heureusement, mais pour autant, cet amorçage était fondamental pour lancer la machine, en quelque sorte. La Fondation doit aujourd'hui développer et diversifier ses financements, et notamment vers le financement privé. La synergie publique-privée est même dans les statuts de la Fondation, donc c'est un message fort qui nous est on va dire, imparti. Premier partenaire privé, en l'occurrence la Fondation Carrefour, avec qui nous avons conclu un partenariat pour nous permettre de mener un deuxième appel à projet sur la thématique de la précarité alimentaire. Et puis nous avons également la Banque des Territoires qui vient de rejoindre les partenaires de la Fondation pour le cofinancement du prochain appel à projet, et cette fois-ci dans une orientation vers l'ingénierie de projet touchant l'hébergement des précaires vieillissants. Donc on va dire que la pelote augmente petit à petit, avec effectivement en point d'ancrage la convention triennale qui nous lie avec l'ARS, triennale et on l'espère au-delà, qui est vital, en l'occurrence c'est fondamental pour le développement de cette fondation. Vous les avez mentionnés, ces appels à projets, un est lancé, d'autres sont en cours. C'est via ces appels à projets que vous passez finalement de la recherche à l'action, c'est ça concrètement ? Oui, de toute façon, nous on souhaite que ces appels à projets soient en fait une stimulation pour que monde de la recherche et acteurs de terrain se rejoignent. On entend par acteurs de terrain associations, bien sûr, mais également secteur hospitalier qui aujourd'hui a besoin, fait beaucoup de choses, mais n'est pas forcément des choses qui ne sont pas forcément documentées ou qui ne sont pas forcément, en tout cas, dont les enseignements ne sont pas récupérés, faute de temps, faute de moyens, dans l'urgence évidemment. Les collectivités locales également, et de l'autre côté, un monde de la recherche qui est plutôt en quête de terrain sur ces sujets-là, des terrains qui parfois leur sont aussi pas faciles d'accès, le monde de l'hôpital en fait partie. Et donc ces appels à projets, par leur récurrence, puisque là nous en avons déjà émis deux, le premier sur la grande pauvreté, le deuxième sur la précarité alimentaire, il y a un troisième qui va arriver à la fin de l'année, toujours sur les sujets globaux, l'objet de la Fondation avec cette orientation précarité et vieillissement. Si ça peut devenir un rendez-vous et une stimulation à des initiatives qui existent, certaines qui existent déjà, certaines qui s'agglomèrent justement parce qu'il y a une opportunité de soutien, c'est ce que l'on souhaite. On souhaite également, potentiellement, dès lors qu'on a identifié des problématiques communes entre des acteurs de terrain, des chercheurs et des financeurs ciblés, pouvoir co-construire des projets comme nous l'avons fait alors à une petite échelle, mais qui est juste un exemple, et après je cède la parole. Avec la Fondation Croix-Rouge, dans nos discussions, on a identifié ensemble le souhait de mieux comprendre l'effet des confinements sur l'hébergement d'urgence. En l'occurrence, à Nanterre, il y a le CHAPSA, donc c'est là où sont accueillis plus de 200 SDF chaque nuit, et qui s'est trouvé de fait à plusieurs reprises, et notamment lors du premier confinement, un hébergement de beaucoup plus longue durée. Et donc nous avons ensemble monté un projet, mobilisé une chercheuse sur un retour d'expérience que les professionnels eux-mêmes n'avaient pas ni le temps ni la capacité de faire, de ces différentes périodes de confinement sur les usagers et sur les relations professionnelles usagers. Donc c'est ce type de convergence que l'on essaie de promouvoir. La Fondation Icambéré fait partie des lauréats du premier appel à projet, l'association. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Parce qu'il y avait pas mal de candidats, hein, je crois. Alors, 4 seulement ont été retenus. Ils ont été choisis à l'issue d'un processus d'évaluation mené par les membres du conseil scientifique. On a une quarantaine de projets pour ce premier appel à projet, ce qui était plutôt encourageant. Le signe aussi qu'il y a un intérêt pour développer des approches communes entre chercheurs et acteurs de terrain, puisque sur ces 40 projets, il y avait des projets de recherche associés à des actions. En l'occurrence, Icambéré, nous les avions, dans notre propre travail de veille, identifiés nous-mêmes. On était ravis qu'ils candidatent, mais ils ont été des candidats parmi les 40. Ils sont assez exemplaires, mais je pense que vous en parlerez mieux que moi, dans l'intégration de la démarche de recherche avec l'action. Et on était évidemment satisfaits, mais ça aurait pu en être un autre qui fasse partie des 4 lauréats du premier appel à projet. Bernadette Rueguera, qu'est-ce que c'est l'association Icambéré avant d'arriver sur l'intégration recherche-action dont parle Alexandre Martini? Qu'est-ce que c'est l'association Icambéré? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de la créer?
et quel est son objectif? Racontez-nous. Alors, l'association Ikambere, c'est Annabelle décrit l'association comme une méthode, en fait. C'est un lieu d'accueil des femmes vivant avec le VIH. C'est une prise en charge globale. C'est un lieu unique à son genre. Ça veut dire que les femmes viennent tout au long de la journée, sauf celles qui ont rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous est assuré par une assistante sociale qui évalue les besoins des femmes. Et nous, c'est à partir des besoins, souvent, que nous construisons les activités et les projets. Donc, une fois que la femme est accueillie, après, elle peut venir tous les jours participer aux activités. Alors, je tiens à dire tout à l'heure, on a dit que le sport doit être inscrit dans le parcours de soins. Nous, on l'a compris plus tôt. On a le sport dans nos 3 lieux, parce que Ikambere, aujourd'hui, c'est Ikambere Saint-Denis, les femmes vivant avec le VIH. Igikari, à Ivry-sur-Seine, les femmes vivant avec les maladies chroniques, obésité, diabète, hypertension artérielle. Et aussi Ikirambi, la maison à Nella-Vallée, la maison des vacances, et où nos femmes vont en vacances. 3 structures différentes avec 3 publics. Voilà. Et alors, pour continuer sur ce qu'on fait à Ikambere, c'est un accueil de jour. On permet à chaque femme qui arrive d'accéder à l'autonomie. On travaille beaucoup au niveau individuel et au niveau collectif pour que chaque femme puisse être actrice de sa santé, que chaque femme ait la capacité d'agir pour qu'elle puisse avancer aussi vers l'autonomie. Et ça, c'est un travail de longue haleine. On permet aux femmes de s'épanouir. Donc, elles arrivent du matin au soir, elles partagent des expériences. On offre un repas tous les midis. Donc, je dis que c'est un lieu unique à son genre parce qu'on peut arriver le matin, on prend le petit déjeuner, à midi, on déjeune, à 14h, on mange. Chaque fois qu'une femme arrive et qu'elle a faim, qu'elle a passé sa journée à l'hôpital, elle peut demander à manger. C'est comme à la maison, en fait. Et ça permet aussi aux femmes qui sont au 115 de trouver un endroit où elles peuvent rester tout au long de la journée. Ça permet aux femmes aussi qui souffrent de l'isolement dû à la maladie et aussi à d'autres problèmes de vie, de pouvoir échanger et de se soutenir mutuellement. C'est un lieu d'insertion professionnelle, c'est vraiment un lieu de ressources et de solutions. C'est un refuge, c'est un lieu inclusif et participatif, parce que les femmes participent, mais nous ne pouvons pas faire à leur place. Nous leur donnons des billes pour qu'elles puissent avancer. Donc, à partir des besoins des femmes, nous avons mis en place plusieurs projets. Donc, le projet central, c'est l'accueil et l'accompagnement avec une équipe de 4 assistantes sociales. Alors, il faut dire que Ikambere, c'est aussi une équipe de 29 personnes. C'est aussi une centaine de femmes reçues chaque année, nouvelles. Et c'est aussi 500 femmes qui viennent tout au long de l'année, une file active de 500 femmes. On peut compter les passages peut-être à 5500 parce que chaque femme peut passer autant qu'elle veut. Et voilà. Et donc, vous voulez poser une question? Non. Ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, vous les accueillez, c'est une prise en charge globale, et vous les amenez à l'autonomie, au-delà de la prise en charge comme ça au quotidien, de leur offrir ce refuge dont vous parlez si bien, c'est que vous les amenez à être autonomes, à trouver un emploi, puis pour pouvoir trouver un logement derrière. Et c'est cette approche globale que vous avez, c'est bien ça? Oui, c'est une prise en charge globale. Mais pour les femmes vivant avec le VIH, déjà quand elles arrivent, et souvent il y a certaines, sinon la majorité, qui sont en situation irrégulière. Il faut commencer par régulariser la situation administrative. Après aussi, il y a la confiance en elles que nous devons restaurer. C'est pour ça qu'on organise beaucoup d'activités, dont le sport, l'activité de socio-esthétique, l'informatique évidemment, pour qu'elles puissent s'intégrer, l'alphabétisation pour celles qui ne connaissent pas le français. Et en fait, on a beaucoup d'activités qui vont permettre à ces femmes de se retrouver, de se remettre à niveau et vraiment d'avancer vers l'autonomie. Et là aussi, de la même manière que pour la Fondation sur la recherche hospitalière, non, je ne la dis pas dans le bon sens, c'est la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité, pardon. Là aussi, les autorités de santé, quand vous avez présenté votre projet, ont tout de suite dit « Banco, on y va ». Vous avez eu tout de suite un soutien très fort de l'ARS, c'est ce que vous m'avez expliqué. Oui, quand j'ai présenté mon projet, donc j'ai conçu le projet. Alors, il faut dire qu'Ikambere, c'est 25 ans d'existence.
Et j'ai conçu ce projet suite à un travail de recherche de mon mémoire de DEA à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est un projet qui a été bien accueilli par les médecins au départ. Donc le fait que ce projet soit accueilli par les médecins, l'ARS a suivi tout de suite. Et je pense que c'était une bonne chose parce qu'après, les autres aussi ont pu nous financer grâce à ce soutien de l'ARS. Grâce à l'ARS, on a pu commencer notre projet. Et c'est vrai que, comme M. Martini le disait tout à l'heure, l'ARS va légitimer en fait la structure. Et après, c'est le département. Après, ce sont aussi les autres organisations de l'État, les mairies, l'ADRIL, la sécurité sociale, les allocations familiales. Mais il y a d'abord l'ARS. Les fondations également, la plupart des fondations nous financent parce qu'on est financé déjà par l'État. Après, il faut aussi dire qu'il y a des projets innovants que la fondation finance et après, l'État vient après. Et c'est le cas de notre projet qui a été financé par la Fondation hospitalière. On vient justement à ce projet. Alors, quel est en quoi travaillez-vous ensemble et quel a été le projet qui a été retenu par la Fondation hospitalière? Alors, notre projet c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est la mesure d'impact social, économique et de santé de l'accompagnement dans notre centre Idikali, donc là où nous accompagnons les femmes qui ont une maladie chronique. Et cette mesure d'impact pour nous était très importante parce que nous avons mis en place ce centre sur la méthodologie d'Ikambéré. Et c'était important de voir que notre méthodologie tient la route, peut s'appliquer aussi à d'autres pathologies et qu'à la fin, nous, on pourra peut-être essaimer notre méthodologie si vraiment ça tient la route aussi à Ivry-sur-Seine. Jean-François Delfrécy, à l'aune de cet exemple de coopération entre la recherche hospitalière et l'association Ikambéré, quelle est votre réaction sur effectivement, voilà, on le voit, la santé, c'est pas que l'État, on le voit très clairement dans cet exemple de collaboration. Non, 2 points. Moi, j'ai connu le début des Kandéré, hein, parce que j'étais directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et bon, il y a eu beaucoup de... Et vous l'avez très bien dit, hein, les médecins, on était... où la France avait beaucoup travaillé sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant, on était très enthousiastes sur ce projet. Mais ce qui me ravit, c'est de voir ça X années plus tard, hein, de voir la maturation et la maturité que ça a pu prendre. Moi, je vous dis bravo, bravo. Voilà. Juste un tout petit mot, parce que vous voyez, évidemment, vous m'avez fait parler sur Covid, mais dans le fond, je ne suis pas là du tout ce soir pour ça. Hein. Je suis comme président d'un think tank qui s'appelle Santé mondiale. Et je vais vous donner peut-être juste très rapidement un autre aspect de ce qui pourrait être l'interaction entre fondation et une réflexion alors plus théorique. Elle est beaucoup moins parlante, hein, que les 2 projets que vous venez de faire, et je suis très sensible à ces projets de précarité qui sont essentiels. Mais il faut aussi qu'il y ait de la réflexion, je dirais, de façon différente et à un niveau, je dirais, plus théorique et plus mondialiste. Alors, le think tank Santé mondiale que je dirige bien avant la crise, hein, est un think tank français, le seul, qui s'intéresse donc aux aspects de diplomatie en santé. Et c'est parti de l'idée simple qu'on avait de très bons diplomates, qu'on avait probablement de bons médecins, et que la France était invisible sur la diplomatie en santé au niveau mondial. Et ce qu'on veut dire par santé mondiale, c'est pas la santé de chacun des pays, et on ne construit pas une santé mondiale avec la santé de ce qui se passe dans chacun des pays en comparant la mortalité, la morbidité, etc. Non, c'est une vision très globale qui fait que, par exemple, on sait tous ce que va représenter la population africaine en 2250. On sait également que la migration ne fait que commencer, et donc il faut s'intéresser aussi à la base de la santé, là où se passe le début des migrants. Et donc c'est d'avoir des questions un peu théoriques de ce type. Alors, ça pose la question, ou à côté je dirais, du financement, de l'aide, de la construction qui peut être faite par les fondations sur des grands projets de santé, en particulier autour de la précarité en France, on peut se poser la question s'il ne faut pas qu'il y ait une réflexion sur de grandes visions stratégiques
pour que la France apparaisse mieux et construise de façon théorique certains grands projets. Alors, il y a ce type d'approche, il est extrêmement courant aux États-Unis, hein, dans le milieu anglo-saxon, ou voire même en Angleterre, il est très très présent. Je dirais la place des fondations dans le domaine de la santé en France, il est faible. C'est merveilleux là ce que vous faites, mais c'est peanut, hein, disons les choses. C'est un merveilleux projet, mais c'est peanut dans le financement très général qu'il peut y avoir via les fondations. Les fondations en France sont plus, vous êtes ouverts sur d'autres sujets que la santé, et ça, on peut le comprendre, hein, mais sur la santé, il existe un retard théorique. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, et on a du mal à convaincre les très grandes fondations de s'impliquer là-dedans quand on compare à ce qui se passe dans le milieu anglo-saxon, sans vouloir atteindre ce qu'est la Fondation Gates, mais d'avoir une réflexion théorique. Et donc, le think tank, très modestement, il a pour objectif, finalement, de poser les bases d'une réflexion de comment la France peut-elle mieux construire, je dirais, c'est le positionnement et les idées autour de l'égalité, de l'équité, de l'accès aux soins, là aussi avec un certain nombre de grandes questions éthiques, de valeurs que nous portons, qui sont des valeurs à la française. Et pour ça, il faut du temps de réflexion. Du temps de réflexion, il faut des experts, et des experts qui réfléchissent. Donc la porte est ouverte pour toutes les collaborations avec les fondations et notre think tank. On ne vous demande pas d'argent, c'est pas le problème. Hein. L'argent, il est dans notre tête, si je peux dire. Hein. C'est une série d'experts internationaux qui sont très reconnus, soit à Paris, soit à Genève, dont Michel Kazatchkine, que vous avez bien connu aussi comme directeur de l'ANRS, et d'autres, et Françoise Barricine aussi, le prix Nobel de médecine. Et donc, on est là pour une réflexion plus théorique, et on ouvre la porte pour des collaborations. Et par rapport à ces grandes visions stratégiques dont vous parliez, qui étaient plus fortes aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, elles viennent de l'État ou elles viennent des fondations ou du privé? Et comment est-ce que, à partir de votre think tank, vous faites avancer les choses au-delà du temps de réflexion dont vous parlez? C'est quoi? C'est un dialogue avec l'État, un dialogue avec les fondations? Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'État, vous savez, en France, a ses propres réflexions. Il se trouve que les réflexions de l'État, le temps de la réflexion politique est une réflexion extrêmement court. Il est court le temps je dirais, de leur élection, hein, si je suis un peu dur. Hein. Donc c'est une vision de relativement court terme, qui peut parfois durer un peu plus, mais qui est relativement court terme. Donc dans la réflexion de plans stratégiques, par exemple sur la santé mondiale, sur des aspects santé et environnement, si on reste autour de santé, la majorité des réflexions sont faites par des cabinets. Hein, elles sont faites par des cabinets d'experts, hein, qui produisent, qui ont des commandes, entre guillemets, pour produire. Et non pas par des universitaires. Et non pas par je dirais, des experts venant de la science elle-même directement. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Alors, je ne m'oppose pas du tout au cabinet privé, là n'est pas la question. Mais il faut qu'il y ait des personnes, des groupes qui puissent rester dans le temps, prendre le temps de réfléchir, et qui puissent, indépendamment du passage de tel ministre ou de tel autre, construire, proposer des plans stratégiques ou des visions, et ça répond à votre question. En effet, le rôle de ce think tank est de produire un certain nombre d'avis, soit sur commande, soit en autosaisine, comme on le fait. Et peut-être Alexandre Martini, une réaction par rapport à ça, parce que ce que j'entends en fait, c'est qu'il faut renforcer une synergie finalement entre le monde de la recherche et celui des fondations, et vous êtes au cœur de cette réflexion. À notre aujourd'hui encore modeste niveau, hein, puisqu'on est sur un nombre de projets soutenus qui reste encore restreint. On espère effectivement que la dynamique est lancée et puis que le rendez-vous va être pris. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que des démarches comme celle d'Icambéré qui intègrent dans la mise en place d'une action une recherche et même une chercheuse salariée de l'association, parce qu'on l'a pas dit, mais vous avez une chercheuse qui est en l'occurrence notre fondation soutient cette structuration-là, à savoir le salaire de la chercheuse, cofinance. Qui est au sein de la maison, la deuxième maison. Qui est salarié de l'association. Et donc, qui est en train de mesurer cet impact de votre activité, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, on a une vision très large de ce qu'on peut appeler la recherche liée à l'action.
Ça peut être des partenariats avec le monde académique, on va dire. Et donc là, par exemple, nous soutenons un partenariat entre Action contre la faim et INRAE, donc qui est un bon exemple de programme qui travaille sur ces thématiques-là. Ça peut être une logique de ressources intégrées issues de la recherche, et ça peut être aussi une sorte de R&D dès lors que la méthodologie est solide, dès lors qu'il y a une ressource identifiée. Et ce qui est différent également de la démarche d'évaluation d'impact que mènent d'autres acteurs, notamment les agences d'évaluation, qui sont sur un autre niveau. Là, on parle de l'intégration d'un chercheur dans une action. Donc, les choses se développent, on est plutôt nous contents de voir que ça se passe, et dès le départ, ce soutien public, il était aussi pour dire on va donner une impulsion à ce sujet-là, parce qu'on manque de recherche sur ces sujets-là et on manque de recherche en lien avec l'action. Donc les choses avancent, il y a encore beaucoup à faire, et puis beaucoup de partenaires à trouver pour aussi embarquer sur une thématique qui est effectivement un peu plus complexe. On est sur des projets longue durée et dans des résultats qui parfois sont assez compliqués. Et il faut les deux. Il faut du très concret, de l'urgence, et puis il faut aussi de la prospective associée. Jean-Marc Vautrat, cette synergie entre le monde de la recherche et le monde des fondations, c'est un des projets, un des temps forts que vous portez et des mesures que vous demandez pour soutenir ça. Oui, complètement. Et peut-être avant de reprendre la parole sur le sujet, c'est vrai que je suis très heureux de votre intervention, parce que c'est pour des projets comme les vôtres qu'à titre personnel, je me suis engagé dans ce secteur des fondations, et je pense qu'il illustre assez bien, en fait, un des enjeux majeurs de notre secteur, qui est pour les fondations de réussir à faire comprendre, certes, l'action des fondations, mais surtout l'action des structures qu'elles soutiennent. Parce que lorsque ces actions seront bien connues et reconnues tant des services de l'État que du grand public, les fondations seront reconnues à leur juste valeur. Et je pense qu'il y a encore du travail sur le sujet, mais grâce à des projets comme les vôtres, je pense que c'est très parlant, et c'est typiquement le type d'initiative qu'on est ravi au CFF de pouvoir promouvoir. Donc merci beaucoup. Et parce qu'on a besoin d'exemples concrets. C'est vrai qu'une fondation dans l'absolu, ça peut être un peu lointain, un peu abscon, ou voilà, parfois même poussiéreux, pourquoi pas. Et on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de mieux faire comprendre le rôle des fondations, mieux faire comprendre aussi leur périmètre. Les fondations, c'est beaucoup d'individualités, beaucoup de fondations très connues, la Fondation de France, la Fondation du protestantisme, beaucoup ont pris la parole aujourd'hui. Mais collectivement, c'est un secteur qui reste encore assez peu connu. On estime qu'il y a environ 6600 fondations en France. Elles engagent un budget de près de 14 milliards d'euros. Elles salarient plus de 123 000 personnes. Elles ont plus de 20 milliards d'euros d'actifs financiers. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de moyens, toujours au profit de l'intérêt général. Cet ancrage dans l'intérêt général, pour nous, est un enjeu majeur. Tout comme la question de la non-lucrativité du secteur, qui est aussi un enjeu majeur pour le CFF. Et c'est important parce que le secteur, et ça a été rappelé à la table précédente, bénéficie de confiance, d'une réputation, qui pour moi est un actif collectif précieux, et que cet actif doit pouvoir être préservé par l'action de toutes les fondations réunies ensemble. On sait trop ce que pourraient mener comme dégâts des initiatives malheureuses du secteur, qui heureusement sont rares, très rares. Et néanmoins, je pense qu'il est important que le secteur se coordonne. Et j'aurais salué ici le travail qui est porté de manière collective par plusieurs mouvements tels que le CFF, réunis au sein de la coalition Générosité. Je sais qu'un certain nombre, et je salue Pierre Siquier, je sais que François Debiès était là tout à l'heure, Le Don en Confiance, IDEAS et certains autres dans la salle, on s'allie, on travaille tous ensemble pour préserver cet actif important de la légitimité de notre secteur. Et je tiens à saluer par exemple un travail collectif qui a été porté pour produire un guide de la déontologie et de l'éthique du mécénat d'entreprise. On l'a vu, l'État est là pour réglementer, pour contrôler, c'est son travail. Beaucoup d'acteurs interviennent, la Cour des comptes, les CAC et bien d'autres, mais le secteur aussi s'organise pour essayer de progresser sur ce sujet. Ça peut paraître étonnant d'ailleurs que les fondations elles-mêmes se saisissent et construisent des outils aussi utiles que le don en confiance ou IDEAS. Peut-être même que ça pourrait leur être reproché, mais je pense qu'on leur reprocherait de la même manière de ne rien faire.
Donc ça, c'est quelque chose que l'on veut vraiment saluer au CFF. Après, bien souvent dans nos discussions, on se disait mais que pensent les Français des fondations? On a fait un sondage qui est à notre connaissance un des premiers dédié aux fondations sur la perception des Français. Les résultats sont plutôt encourageants en fait. 86% des Français disent connaître les fondations. 91%, ce qui est plutôt un beau score, en ont une bonne image et 80% jugent leur action utile. Donc ça, ce sont des signaux très favorables qui nous amènent à aller plus loin, d'autant que 70% de ces mêmes Français voudraient en savoir plus. Donc c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur l'enjeu aujourd'hui du secteur de mieux se faire connaître. Ce que je pourrais également souligner, c'est ce que vous illustrez en fait l'un et l'autre, c'est le rôle innovant du secteur des fonds et fondations. Monsieur Sauvé le soulignait également tout à l'heure. Vous l'illustrez très concrètement, mais là aussi, je pense que nous aurions besoin d'une reconnaissance, pour le coup, sur ce point de l'État, ou symbolique, mais peut-être aussi pour atténuer une distorsion de concurrence entre le secteur marchand, qui est naturellement encouragé à innover au travers d'un dispositif qui est le crédit impôt recherche, et le secteur non lucratif, les associations, les fondations, qui, on l'entend, innovent au quotidien, mais non seulement innovent, mais au profit des populations les plus vulnérables. Et pourtant, ces fondations, notamment, mais les associations également, n'ont aucune incitation de l'État, ne serait-ce que symbolique, pour reconnaître ce rôle innovant. Donc nous sommes plusieurs à porter ce sujet, ESS France, le mouvement associatif et d'autres, pour essayer d'obtenir de l'État cette reconnaissance du rôle stratégique des fondations pour innover et inventer une société meilleure, plus humaniste, qu'on appelle de nos voeux. Peut-être une réaction, Bernadette Rueguera, sur ce message de Jean-Marc Potra. Je vous avais demandé, quand on a préparé l'interview, si vous aviez des attentes ou des suggestions pour avoir une meilleure collaboration, que ce soit avec l'État, avec les pouvoirs publics, pour aller plus loin dans votre mission. Si vous avez une réaction... Je pense qu'il faut que quand même je remercie beaucoup l'État et les fondations qui nous soutiennent, parce que le budget de ICAMBD, c'est pratiquement 50%, 50%. Et un grand merci, grâce à vous, grâce à l'État, nous pouvons travailler, nous pouvons innover, nous pouvons mettre en place de nouveaux projets régulièrement. Alors, ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'à ICAMBD aussi, il y a un projet d'insertion professionnelle, évidemment. Il y a un projet d'appartement passerelle. Nous avons 5 appartements où nous hébergeons une dizaine de femmes. Et nous avons un projet de permanence hospitalière, nous avons un projet de prévention, un projet de formation. Nous avons beaucoup de projets que nous menons au quotidien et c'est grâce aux fondations et à l'État que nous arrivons à accompagner toutes ces personnes que nous arrivons à accompagner. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'avantage avec l'État, c'est que souvent les conventions sont pluriannuelles. Le ministère de la Santé, l'ARS, le département, les conventions, même Santé publique France, les conventions sont pluriannuelles. Ça, si vous voulez, c'est une très bonne chose pour nous, c'est pour la pérennité de la structure, pour la stabilité. Mais après, souvent, le versement des subventions vient vers la fin de l'année. Ce qui fait que grâce aux fondations qui nous versent l'argent en début d'année, nous pouvons avoir de la trésor pour fonctionner. Et ce qui est difficile aussi, c'est que souvent, il y a une partie de la subvention qu'on donne l'année d'après, une fois que l'action est réalisée, alors qu'on avait besoin de cet argent pour fonctionner. L'autre difficulté aussi, c'est qu'on échelonne la subvention et du coup, on fait des petits versements et du coup, ça handicape beaucoup d'associations, des petites associations qui ont du mal à fonctionner. Donc, c'est pour ça que nous, pour fonctionner, on mobilise quand même une quarantaine de fondations. Et c'est un travail de fourmi, en fait. Vous imaginez faire des projets chaque fois. Ça veut dire que si on a 40 fondations qui nous soutiennent, on envoie pratiquement une centaine de dossiers
pour avoir ces 40 qui nous accompagnent. C'est un travail de fourmi, c'est fatigant, mais quand même, on arrive à le faire. Et on remercie toutes les fondations qui sont là, qui sont présentes, même celles qui ne sont pas là, qui nous soutiennent. Voilà, c'est grâce à vous. Après, c'est vrai que quand la fondation commence un projet innovant, comme c'est le cas de la fondation hospitalière, donc je n'ai pas expliqué évidemment, comme vous l'avez dit, que le projet est porté et dirigé par Annabelle Degré-Dilou, qui est directrice à IND, et co-porté par donc Julia Ed, qui est doctorante en santé publique, et l'association Ikambere. Et ce projet, pour nous, est important parce que aussi Julia est intégrée dans l'équipe d'Ikambere et ça change tout. C'est pas un chercheur qui vient faire des enquêtes et qui s'en va. Elle est intégrée, on échange régulièrement avec elle, on travaille ensemble et c'est vraiment un travail d'équipe et on évolue au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une méthode à la fois quantitative et qualitative et ça nous permettra aussi de voir au début quand les femmes sont arrivées et à la fin, à la sortie, qu'est-ce qui ressort. Ça nous permettra aussi de voir par rapport au coût santé, par rapport au parcours classique, ce que l'accompagnement de chez nous change dans le parcours de soins des personnes qui ont une maladie chronique. Voilà, je ne sais pas si vous voulez autre chose. Non, tout à fait. Et on voit bien l'importance et le quotidien concret de votre association pour aller remplir des dossiers pour les 40 fondations qui vous soutiennent et cet envoi de demandes de subventions et de financement. Alexandre Martini, peut-être un mot de conclusion sur, et ensuite Jean-François Delfrécy sur comment est-ce qu'on pourrait faciliter cet accès comme ça au financement pour ces associations. Alors moi-même j'étais avant dans une association, donc effectivement les appels à projets, c'est le quotidien. L'équilibre que vous êtes arrivé à obtenir, c'est un peu l'équilibre parfait, avec d'un côté un soutien institutionnel et de l'autre côté des soutiens plus ciblés. Dans le cas même de notre fondation, je pense qu'il y a ce soutien institutionnel sur un objet qui est celui de la fondation, et puis ensuite trouver des partenaires projets qui peuvent être des fondations elles-mêmes, et on se rejoint sur une thématique et on travaille ensemble. C'est peut-être ces deux niveaux-là qui sont intéressants, c'est-à-dire c'est être sur des soutiens de principe, des amorçages, le fait d'avoir une colonne vertébrale qui permet tout simplement à une structure comme celle-ci de se lancer, d'avoir en l'occurrence un directeur, développeur, moi-même, et de pouvoir elle-même être ensuite surtout elle-même contributrice et pouvoir soutenir des projets. Et puis après il y a un travail à faire de veille mutuelle aussi. C'est que, alors en l'occurrence, le projet qu'on présente aujourd'hui, il est issu d'un appel à projet, mais on l'avait aussi identifié. Alors une fondation, on l'a dit tout à l'heure, il y a des processus. On décide pas de soutenir un projet parce qu'on le trouve sympa. Il y a toute une démarche, et heureusement, parce que c'est un peu notre garance de fonctionnement. Mais cet intérêt mutuel sur ce que font les structures, ce que fait le terrain, et puis ensuite d'apporter sa contribution pour rapprocher des mondes qui ne se parlent pas forcément, c'est un peu notre rôle au quotidien et j'espère qu'on peut y contribuer, effectivement. Jean-François Delfrécy, rapprocher ces mondes au quotidien. Oui, enfin c'est un des soucis français actuels, c'est-à-dire la course à la fois des chercheurs mais aussi du milieu associatif à des financements multiples. Et vous l'avez bien dit. Alors, moi, je le vois à la fois comme un point de discussion. Je le vois aussi comme quelque chose de positif. Parce que si on reprend, finalement, vous avez un financement de public, ARS, les différents partenaires, qui fait le fond, qui manque de souplesse un peu, mais qui est là, qui est présent, qui ne s'arrête pas, s'il y a un sauf événement un peu curieux, et qui en effet a la particularité de donner ses financements en fin d'année. Bon, ça m'amusait parce que j'entendais la même chose il y a X années. Et puis vous avez cette construction très intelligente, d'intelligence collective, entre une recherche opérationnelle, une recherche qui est portée par les acteurs associatifs, et avec un partenariat avec
une chercheuse de haut niveau qui est Annabelle Dugré-Duloup et qui est déjà sur ce sujet qu'on connaît bien depuis longtemps. Alors, il y a la même chose qui se passe pour des projets de recherche indépendamment du projet associatif, où ils vont chercher, par exemple, dans le domaine des maladies infectieuses, à la NRS, mais aussi au NIH, mais aussi à l'Europe, et c'est une course permanente. Et alors, on peut le voir comme tel. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif, parce que ça oblige à repenser régulièrement, finalement, et à innover, hein, dans une certaine mesure. Ça prend du temps un peu, mais à innover et ne pas être dans le train-train, je dirais, d'un financement d'État qui se poursuit. Donc il y a évidemment un équilibre à trouver, mais je trouve que les fondations ont là un rôle très important. Tout en regrettant, et je vous l'ai dit, que les fondations françaises ne s'impliquent pas plus. Au niveau des très grandes fondations, même s'il y a des exemples à contrario, et vous allez sûrement m'en sortir beaucoup, mais ne s'impliquent pas plus dans le domaine de la santé et soit plus sur d'autres grands thèmes, certes importants, la culture, etc., mais ne s'impliquent pas plus dans le domaine de la santé. Et on prend du retard sur ce sujet par rapport au milieu anglo-saxon, je le répète, et au milieu surtout proche de nous, les Allemands, où la part de financement des fondations dans le domaine de la santé au sens très large du terme est plus important en Allemagne qu'en France. Comment on fait, Jean-Marc Potra, pour que les fondations s'investissent plus dans le domaine de la santé? Les fondations agissent de longue date dans la santé, mais il est vrai que des très grandes fondations qui agissent dans la santé, vous en connaissez quelques-unes qui sont ici présentes, et je salue l'Institut Pasteur ou la Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée. Sans doute d'autres pourraient aussi se mobiliser, et a fortiori avec une compréhension qui est de plus en plus partagée. Et je salue ici l'initiative de notre président à ce propos, de faire mieux comprendre l'interconnexion des causes entre elles. Vous parlez de santé, et évidemment c'est un enjeu majeur, on l'a bien vu ces dernières années. Ces causes sont liées entre elles, entre la santé, l'environnement, l'alimentation, également les enjeux sociaux. On se rend compte que tout est connecté et que c'est une construction globale finalement qu'il faut essayer de mener ensemble. Et la difficulté, c'est quelle cause prioriser, quelle est la mère des causes, est-ce que c'est le climat, comme certains le diront. Beaucoup reste à faire. Je pense qu'il y a un enjeu important à convaincre à l'engagement, parce que ce qu'on oublie, c'est peut-être de convaincre de nouveaux fondateurs de créer des fondations, de s'engager, d'accentuer leur soutien aux causes d'intérêt général qui sont présentées ici, et notamment celle de la santé. Et donc il y a un rôle, je pense, pour le CFF et collectivement pour nous tous, d'essayer de donner envie à d'autres fondateurs de se lancer, de partir à l'aventure, de mobiliser leurs moyens, ce qui est le principe d'une fondation, pour s'engager pour les autres. Et donc au CFF, bien évidemment, on s'y emploie au quotidien. Merci à tous, merci de votre participation, merci à vous dans la salle et à vous qui êtes chez vous et qui nous avez suivis en ligne d'avoir participé et suivi ces débats. Je vais vous inviter à quitter la salle et pour conclure... Pour conclure, je vais appeler Benoît Miribel, donc le président du CFF, et Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique et sportif français, à me rejoindre, voilà, sur la scène, si vous voulez vous asseoir. La place est à vous. Bonsoir. Edwige, je nous laisse comme ça, bonsoir. On se débrouille sur scène, c'est ça? Vous voulez que je reste sur scène avec vous, si vous voulez? Je ne sais pas, on va improviser, mais... non, mais je viens d'avoir un message, sauf si Jean-Marc me contredit, mais apparemment, la ministre ne pourra pas venir clôturer, elle est retenue. Je crois qu'il y a des membres de son cabinet ici qui l'attendaient aussi, donc voilà, on doit excuser la ministre, Marlène Schiappa, qui est retenue, qui ne viendra pas pour clôturer. Donc ça va être Marie-Amélie qui va clôturer, du coup. Donc là, merci, je prends un coup de pression d'un seul coup, c'est gentil, merci Benoît pour je vais dire un petit mot avant, si tu veux. Petite annonce. Je te laisserai comme ça terminer, parce qu'il faut que je fasse quand même les remerciements, voilà, c'est important. Et puis comme ça, c'est toi qui auras la clôture officielle de tout l'ensemble, tu nous diras ce que tu souhaites dire. Et je remercie Marie-Amélie d'être avec nous, parce que normalement...
ces obligations font qu'elle devrait être au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, où nous sommes, puisqu'elle préside le groupe association, où se trouve le CFF. Donc merci d'être avec nous. Alors, tu fais partie de la liste des personnes que je devais remercier, donc ça c'est bien, je viens de le faire. Je voudrais remercier Madame Enriquez, qui a ouvert, la présidente du comité national olympique. Mais avant ça, dire un mot sur cette journée quand même qui nous montre toutes nos capacités à amplifier nos actions en confiance, puisqu'on avait une table ronde sur les bonnes pratiques qui était passionnante. Et effectivement, c'est l'ouverture, le questionnement, l'interrogation, qui est déjà un acte important entre les fonds et fondations, qui notamment s'opère à travers le Centre français des fonds et fondations, pour effectivement une bonne gouvernance sur le sens des actions à conduire, parce qu'on peut avoir aussi une très bonne gestion, on l'a vu, qui est indispensable des comités, mais pour quel projet, quel impact, quel sens, et ça a été dit d'ailleurs par la ministre dans la première table ronde, qui était beaucoup plus sur le sport, mais le sport dans sa dimension santé, sociale, inclusive. Riyad Salem qui nous a dit de très belles choses, lui qui voit évoluer aussi et qui salue qu'aujourd'hui le comité, je dirais, paralympique et olympique ne font qu'un. Vous êtes une même équipe aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment ça se passe. Toutes ces évolutions-là qu'on voit peut-être pas forcément parce qu'elles ne sont pas encore assez visibles et on est là pour les rendre visibles. Et puis cette troisième table ronde sur le partenariat, le président Jean-Marc Sauvé l'a rappelé, il faut des acteurs privés qui puissent agir dans l'intérêt général. Ils ont toute leur part, toute leur responsabilité et on mérite d'amplifier ça, mais il faut des repères, il faut des bonnes pratiques. Alors, une journée riche avec 3 tables rondes. On est donc dans des enjeux très forts. On a parlé de finir avec l'époque du logo. Le logo, enfin, c'est toujours important, la marque de qui soutient, mais le sens, je crois que c'est très présent dans les entreprises aussi. Les fondations d'entreprises aujourd'hui ont des salariés qui leur demandent, c'est bien, vous soutenez des projets, mais quel est le sens? À quoi on participe à travers toutes ces actions? Et Jean-François Delfrécy, qui est un des mieux placés chez nous aujourd'hui pour nous encourager justement à continuer la réflexion, à la partager à l'international, à accélérer ça avec les moyens nécessaires. Si on veut continuer, la réflexion, c'est des actions, mais c'est aussi des politiques publiques, c'est des prises en compte au final. Donc on a mesurer ces derniers temps, notamment au Centre français, notamment avec le climat, l'importance des bonnes pratiques, mais aussi du plaidoyer thématique partagé au vu de ce que l'on voit, et ça peut être dans l'exclusion, comme ça vient d'être évoqué. Donc on a ensemble, avec plus de 400 membres aujourd'hui, cette capacité-là à influencer aussi, je dirais, les pouvoirs publics, en tant qu'acteurs privés, dans la construction du bien commun, et chacun dans son rôle, bien entendu. Et ça, c'est un point qui est sorti aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup de choses intéressantes sur le sport, sa mission. Moi, ça m'a rappelé ma première mission humanitaire il y a 30 ans au Libéria. Et les enfants soldats, il n'y avait qu'une solution pour les sortir, c'était le sport. Des ONG comme Save the Children, etc. Donc le sport était le palliatif sur le terrain pour aider ces enfants à sortir des traumatismes et de ce qu'ils vivaient. Donc, je vais pas être trop long. J'ai aussi noté la phrase de Riyad Salem, si on joue ensemble, on peut vivre ensemble. Voilà, donc ça, c'est une phrase de sportif, d'un paralympien. C'est grâce à Riyad Salem qu'on a pu être ici ce soir. C'est lui qui a fait le lien avec le comité ici, et aussi à toi, Marie-Amélie, on en avait parlé, qui a été très attentive. Alors, je vais faire le point sur les remerciements, pour laisser quand même un peu de temps à Marie-Amélie. Sur d'abord tous les participants, j'en ai cité quelques-uns. Je vais ajouter Antoine Durleman, qui est le président de la Fondation du protestantisme, qui était là avec nous en deuxième table ronde. J'ai cité donc Marie-Amélie Le Fur, Jean-François Delfrécy, Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation Apprenti d'Auteuil, Dr Valérie Forneron, ancienne ministre, et aujourd'hui à la Fondation Matmut, Marie Barsac, qui est la directrice exécutive d'Impact et Héritage Paris 2024, Charlotte Ferraille, Sophie Delannoy, qui est avec nous, de la Fondation de Refuge, Isabelle Guggenheim de IDEAS, Alexandre Martini, Bernadette Rouegera,
de l'association Icambéré, qui était juste dans la dernière table ronde. Bien sûr, Brigitte Henriquez qui nous accueille, et puis les partenaires des 20 ans, c'est l'année des 20 ans du Centre français des fondations, donc vous avez les logos ici, qui nous accompagnent tout au long de l'année, en plus de toutes celles qui sont actives, la Fondation Apprenti d'Auteuil, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Culture et Diversité, la Fondation Groupe Patrimonial, la Fondation Handicap Malakoff Humanis, la Fondation Massif, la Fondation Pierre Fabre, la Fondation Raja et l'Institut Pasteur, qui est une fondation, comme ça a été rappelé. Merci aussi à toute l'équipe de l'organisation et à vous toutes et à vous tous de votre présence. Il y avait beaucoup plus d'inscrits, donc je ne sais pas si c'est la pluie qui a freiné des gens, bizarrement. En tout cas, beaucoup étaient finalement à distance, mais tout ça est enregistré, et puis bien sûr, il y aura des comptes rendus. Et je passe maintenant la parole à Marie-Amélie Le Fur. Alors, effectivement, on peut te présenter sur différents angles, parce que tu as quand même aussi écrit un livre, un premier livre, dont le titre est quand même évocateur, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut commencer par le titre de ton livre? Donc déjà bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement j'ai eu la chance d'écrire un livre qui est simplement le récit de ma vie. Donc ça fait très prétentieuse quand je le dis comme ça, mais l'idée c'était vraiment de partager voilà mon parcours de vie, un peu les épreuves que j'avais traversées, puisque moi mon histoire elle est toute simple, c'est celle d'une jeune fille qui à l'adolescence rêve de devenir sapeur-pompier professionnel, qui est passionnée de sport et qui du jour au lendemain voit sa vie bouleversée par un accident de la circulation, puisqu'à l'âge de 15 ans, je suis amputée d'une jambe. Et finalement, par la force de mon entourage, par la présence du sport dans ma vie, et ça je pense que ça a vraiment été un moteur essentiel, et finalement je décide de pas baisser les bras et j'accepte très vite que ma vie sera totalement différente de celle que j'avais rêvée, mais que j'avais encore toutes les cartes en main pour faire de ma vie un rêve. Et c'est pour ça que le slogan qui nous a animés dès le début, c'est une citation de Saint-Exupéry qui est donc « Fais de ton vie un rêve ». Et de ce rêve une réalité. Et la fin de la phrase, elle est essentielle, parce que dans la vie, il ne s'agit pas uniquement de rêver, il s'agit de se donner les moyens de y arriver, il s'agit d'adopter une posture véritablement motrice. Et pour faire le lien peut-être avec cette journée, se dire que cette posture motrice, on ne l'aborde pas tout seul. Moi, je l'ai abordée bien évidemment avec mes parents, avec les pompiers, avec mon entourage de proximité, mais très rapidement aussi avec le secteur associatif. Voilà, secteur associatif sportif, le secteur associatif aussi des clubs services qui m'ont permis en fait dès l'âge de 15 ans de lever toutes les contraintes qui sont celles que l'on a encore, auxquelles on se heurte encore lorsqu'on est en situation de handicap et que l'on veut faire du sport. C'est pourquoi ce soir, voilà, je voulais commencer mes propos et cette conclusion qui me revient, et déjà te remercier Benoît en tant que président du Centre français des fonds et fondations de cette invitation, de cet écho aussi que tu donnes par ma présence ce soir à ce combat que je mène pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Donc commencer déjà toutes et tous, tous les fonds et fondations, à vous remercier pour l'engagement que vous avez envers le sport, envers l'accès au sport de toutes et tous, et notamment les personnes qui en sont le plus éloignées. Aussi toutes les actions que vous menez pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Brigitte Henriquez, la présidente du CNOSF, l'a fait dans ses propos introductifs. Elle a cité voilà, 2 projets dimensionnants que sont la Fondation du sport français, bien évidemment le Fonds de dotation Paris 2024. Mais moi, je voulais remercier des initiatives plus sectorielle, plus territoriale, voilà, que j'ai eu l'occasion de croiser tout au long de mon parcours, à la fois d'athlète, mais aussi de présidente, et avoir un clin d'œil, puisqu'il me semble qu'ils sont membres du centre, au fonds de dotation de CARPAP, voilà, qui est vraiment un acteur engagé et qui favorise l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Au travers de vos travaux, aujourd'hui, vous avez vraiment démontré par la qualité de vos intervenants que effectivement le sport sert l'intérêt général. Le sport est d'utilité publique, véritablement sur des enjeux d'éducation, de santé, mais aussi d'inclusion. Et moi, mon combat actuellement, c'est de se dire que dans la vie d'une personne en situation de handicap, le sport doit prendre sa place. On l'a dit, le sport est vecteur d'autonomisation, il est vecteur de socialisation, il est vecteur de
compréhension de soi, de la prise de conscience de soi. Et je peux vous dire que c'est absolument essentiel quand vous êtes en situation de handicap, de comprendre ce que vous êtes par le prisme d'une découverte individuelle et non pas par le prisme de ce que vous renvoie la société, de ce que vous devriez faire. Et vraiment, le sport a cette puissance-là, cette utilité-là. Malheureusement, la pratique sportive des personnes en situation de handicap en France reste marginale. Elle est encore perçue encore trop souvent comme inaccessible, comme inadaptée, comme trop chère pour notre public. Et on a vraiment besoin, et c'est peut-être l'appel que je vous porte ce soir. Il y a eu un appel effectivement pour avoir un peu plus une orientation autour de la santé. Moi, j'ai l'appel vraiment pour que un petit peu plus encore les fonds et fondations nous aident à structurer cet accès au parasport. Et oui, c'est une athlète de haut niveau qui vous parle. Oui, vous avez reçu Riyad Salem tout à l'heure, qui est un athlète de haut niveau qui vous a parlé, mais on ne vous parle pas de compétition. On vous parle simplement du sport bien-être, du sport à proximité du bassin de vie de la personne en situation de handicap. Et pour ça, on a besoin de votre soutien pour que vous aidiez véritablement notre secteur à innover, à le rendre accessible d'un point de vue matériel, d'un point de vue technologique, d'un point de vue financier. Voilà. Et je sais qu'au travers des actions que j'ai déjà pu voir sur l'ensemble des territoires, vous en êtes capable. Les témoignages qu'on a reçus au travers des tables rondes nous le démontrent aussi. Mais ce soir, voilà, le vœu que je ferai pour terminer cette conclusion, c'est qu'on aille encore collectivement plus loin, voilà, qu'on se serve de cette intelligence collective pour nourrir cet enjeu d'utilité publique, d'intérêt général, qu'est le sport, et notamment le sport en faveur des personnes en situation de handicap. Voilà, merci à tous. Merci aussi à Edwige Coupès d'avoir animé cet après-midi avec nous. Merci à vous d'être là, et on peut continuer à discuter puisqu'il est prévu par les équipes. Merci à Jean-Marc, Anne Fleury, Pierre Sagot, toute l'équipe ici, Béatrice de Monlot, enfin tous ceux que j'ai vus, Romain, du CFF. Et à très bientôt pour nos échanges.